Le lupus systémique, qui est aussi appelé le lupus érythémateux aigu disséminé, ou le lupus érythémateux systémique, est une maladie rare qui va toucher de très nombreux organes. C'est une maladie qui s'exprime de manière très hétérogène et c'est une maladie auto-immune qu'on qualifie de non spécifique d'organes parce qu'elle va être capable de toucher plusieurs organes aussi divers que les articulations, la peau, les reins ou plus rarement le cœur. D'accord ? Donc c'est une maladie qui est caractérisée par la production d'une réponse de notre système immunitaire qui va agresser nos propres constituants. Donc on va avoir chez certains malades une atteinte, par exemple du rein, une atteinte des articulations, parce qu'il y a une réaction du système immunitaire qui normalement est éduqué pour respecter nos constituants. Là, cette réponse du système immunitaire va être trop importante, excessive, et surtout va se tromper de cible et va considérer comme, entre guillemets, étrangères certains de nos constituants et va les agresser. L'autre point qui est important, c'est qu'il faut distinguer deux maladies qu'on appelle le lupus spontané, qui est le lupus érythémateux systémique, le lupus systémique, et une autre forme de lupus qui est beaucoup plus rare, qui est le lupus médicamenteux. Certains médicaments sont susceptibles d'induire, de faire apparaître une maladie lupique sur des gens qui ne sont pas naturellement prédisposés à développer la maladie spontanée. Alors c'est toujours très difficile de faire la différence entre la maladie spontanée qui apparaît plus tôt parce qu'on a pris un médicament qui va accélérer le processus et la maladie qui est vraiment induite. C'est-à-dire que quand on arrête le médicament, cette maladie disparaît. Alors, le lupus, comme je vous l'ai dit auparavant, est une maladie rare. Mais parmi les maladies rares, c'est probablement une maladie fréquente. On n'a pas en France de données épidémiologiques formelles qui nous permettent d'évaluer la fréquence du lupus avec des chiffres extrêmement précis. En fait, si on prend les tableaux qui sont édités par la Caisse d'assurance maladie et qui regroupent les maladies qui sont déclarées au titre des affections de longue durée, ce qui est le cas du lupus, qui est l'affection de longue durée numéro 21, on sait qu'en 2008, il y avait à peu près 22 000 patients lupiques en France, qui donne une prévalence de 38 pour 100 000, donc ce qui est inférieur au chiffre de 50 pour 100 000 qui définit le seuil des maladies rares. Et on a eu récemment les chiffres pour l'année 2009. La prévalence était de l'ordre de 41 pour 100 000, donc quelque chose de relativement stable au travers du temps, et vous voyez une maladie qui reste une maladie rare. Alors c'est une maladie qui touche en priorité la femme. Si on prend 100 patients lupiques, on va avoir dans 90 cas sur 100 une femme. C'est une femme qui est souvent relativement jeune, qui est en âge, comme on dit, d'activité génitale, qui peut avoir des enfants. Mais il y a des formes qui sont des formes pédiatriques qui existent, environ 5 à 10% des cas, et plus rarement des formes qui vont toucher le sujet plus âgé, plus vieux que 50 ans. Alors chez les enfants et chez les gens plus âgés, on trouve un sexe ratio, un nombre de femmes moins important que dans le lupus qui est le lupus habituel. Alors, de manière très schématique, si on essaye de définir quels vont être les mécanismes qui vont favoriser l'apparition d'un lupus, il faut retenir deux choses simples. C'est probablement la rencontre entre un terrain génétique, mais attention, un terrain génétique qui est très rare, qui va être formé d'une multitude de facteurs de susceptibilité, et un environnement donné. Si on revient sur le terrain génétique, on a exceptionnellement des formes de maladies lupiques qui sont par exemple associées à des anomalies, des mutations d'un certain nombre de facteurs biologiques. C'est des cas très très rares, mais dans ces cas-là, la maladie va se transmettre de manière formelle de la mère à son enfant, par exemple. Bon, le lupus spontané, c'est une maladie qui est multigénique, c'est-à-dire qu'il faut environ 11 gènes de susceptibilité qui vont devoir s'additionner, donc c'est un événement très rare, et qui vont favoriser l'émergence du lupus. Il faut ajouter à ça des facteurs d'environnement qui vont être des facteurs multiples,
Alors il y en a un que j'ai déjà cité, il faut probablement être du sexe féminin, avoir une imprégnation œstrogénique. On sait que la grossesse, certaines pilules qui contiennent des œstrogènes favorisent l'apparition du lupus. Mais ça, c'est pas suffisant. Toutes les femmes ne font pas un lupus, heureusement. Il faut la rencontre avec un autre élément qu'on a dans l'environnement. Alors cet élément n'est pas connu, il y a un certain nombre de pistes. On pense que peut-être certains virus, notamment le virus d'Epstein-Barr, celui qui est responsable de la mononucléose infectieuse, pourrait, chez certaines personnes avec une prédisposition génétique, favoriser l'apparition du lupus. Et il y a d'autres facteurs de risque, comme par exemple l'exposition au soleil excessive. Les patients lupiques sont connus pour avoir ce qu'on appelle une photosensibilité, c'est-à-dire de réagir anormalement quand ils sont exposés à un ensoleillement qui est un ensoleillement normal. Souvent, on retrouve, en les interrogeant, dans leurs antécédents, ce qu'on appelle des éruptions, qui sont des éruptions photosensibles qui ont été favorisées par une exposition solaire normale et pas excessive. Donc il y a tout un tas de facteurs comme ça, et j'ai cité tout à l'heure les médicaments, qui vont venir intervenir sur un terrain génétique prédisposé, qui vont enclencher le mécanisme d'apparition de la maladie. Les principaux symptômes du lupus sont multiples. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque symptôme peut être inaugural. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le lupus systémique s'appelle aussi le lupus érythémateux, ça veut dire rouge, aigu, disséminé. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui a d'abord été décrite par les dermatologues. Et c'est vrai que dans le lupus systémique, environ 80 à 90% des malades ont à un moment donné de leur histoire une éruption cutanée. C'est une éruption qui est particulière, qui va être souvent provoquée par une exposition au soleil, la photosensibilité dont je parlais tout à l'heure, donc qui va siéger sur le visage et sur le décolleté par exemple, les zones qui sont exposées au soleil, qui est une éruption rouge, érythémateuse, qui en général ne gratte pas et qui va prendre un certain nombre de formes en fonction du type de lupus. Je vais pas détailler ça. Donc les manifestations cutanées sont fréquentes. Ensuite, par ordre de fréquence, il y a les atteintes articulaires. Donc il y a très souvent une polyarthrite, donc des doigts qui vont être gonflés, douloureux, qui vont être inflammatoires, mais différence essentielle avec la polyarthrite rhumatoïde que les gens ont souvent dans l'imagination, c'est une polyarthrite qui ne déforme pas les doigts. Le rhumatisme du lupus n'est pas destructeur. Donc c'est important à rappeler à nos patients parce que c'est vrai qu'on a du temps quand on soigne une maladie lupique avec une atteinte articulaire et qu'il ne faut pas redouter une déformation des doigts. Autre type d'atteinte, c'est de l'inflammation, par exemple, de certaines membranes qui vont entourer le cœur ou les poumons, qu'on appelle donc péricardite ou pleurésie. Ça, c'est à peu près 40% des malades. Et une atteinte particulière à connaître, c'est l'atteinte rénale, à peu près 4 malades sur 10, qui va survenir à un moment donné de l'histoire de la maladie et qui est une atteinte qu'on qualifie de sévère et qui justifie souvent un traitement assez intense. Alors le traitement du lupus, comme je vous l'ai dit, le lupus étant une maladie hétérogène, c'est un traitement qui va être à codifier en fonction de l'atteinte du patient. C'est ce qu'on appelle la riposte graduée. L'autre élément qui est important à prendre en considération, c'est que le lupus, au cours de ces dernières années, a changé de visage. Avant, on pensait que le lupus était une maladie aiguë, une succession d'événements aigus. Maintenant, on sait que c'est une maladie chronique. Donc le travail du médecin et du patient a changé. On change de perspective. Le but maintenant, c'est d'éviter l'apparition des poussées, parce que le lupus est constitué de poussées successives. Et donc, il faut travailler quand le lupus va bien pour éviter que le lupus ou que les symptômes de la poussée récidivent. La première chose, c'est on va essayer de donner un traitement de fond, quelque chose qui va permettre de calmer l'activité du système immunitaire sur le long terme. Ce traitement de fond, il a été reconnu, c'est un vieux traitement qu'on utilisait depuis longtemps dans le lupus, c'est ce qu'on appelle l'hydroxychloroquine, c'est les antipaludéens de synthèse. C'est un médicament qui devrait être donné normalement à tous les patients qui ont un lupus, sauf en cas de contre-indication, mais qui sont assez rares. Et puis après, on va adopter ce qu'on appelle la riposte graduée. En fonction du type d'atteinte, on va donner un traitement plus ou moins fort. Quand on a une atteinte cutanée, par exemple, dermatologique,
le Plaquenil marche bien. Et puis on peut donner des médicaments locaux, des topiques, des corticoïdes locaux, d'autres médicaments. Puis si ça marche pas, on peut avoir recours à un autre médicament qui est beaucoup décrié, qui s'appelle le thalidomide, qui est très efficace dans le lupus et qui doit être prescrit avec un encadrement spécifique. Quand on a une atteinte articulaire, on a du temps, il faut d'abord soulager le patient, donner des antalgiques. L'hydroxychloroquine est aussi efficace. Les petites doses de corticoïdes peuvent être utiles. Et puis, on peut avoir recours à ce qu'on appelle les traitements immunosuppresseurs, comme le méthotrexate, qui va calmer l'activité du lupus. Et puis, on va monter après, si je puis dire, d'un étage. On va avoir une atteinte un peu plus grave, la péricardite ou la pleurésie. Et dans ce cas-là, il faut donner des doses de corticoïdes un peu plus fortes. À peu près 30 mg par jour pour quelqu'un qui pèse 60 kg, par exemple. Enfin, quand on va arriver sur les atteintes très sévères comme l'atteinte rénale ou les atteintes du système nerveux central, les atteintes du cerveau, par exemple, là, on a recours à des traitements par corticoïdes à forte dose, 60 mg par jour pour quelqu'un qui pèse 60 kg, et on associe un traitement immunosuppresseur pour éviter les rechutes. Ces traitements immunosuppresseurs, c'est soit du cyclophosphamide, soit du mycophénolate mofétyle. Le patient a un rôle essentiel à jouer dans la prise en charge thérapeutique. Il y a plusieurs éléments qui sont importants. À partir du moment où c'est une maladie chronique, le malade doit connaître la maladie presque aussi bien que son médecin. Alors pour ça, il a recours soit à Internet avec des sites dédiés, soit à des livres comme le Lupus en 100 questions, qui permettent de détailler les signes avant-coureurs des poussées pour qu'il puisse réagir vite, contacter son médecin et avoir un traitement le plus vite possible. Il a un rôle aussi à jouer dans la qualité de ce qu'on appelle l'adhésion au traitement. Le meilleur médicament du monde ne marche pas si vous ne le prenez pas. Et comme le lupus est une maladie chronique, on s'est rendu compte qu'après 1 an, par exemple, seulement 60% des malades prenaient correctement leur traitement. Donc c'est vrai que les patients qui prennent bien leurs médicaments vont avoir une maladie qui va être beaucoup mieux contrôlée. Il y a des facteurs de risque qu'on a énumérés tout à l'heure. Il faut éviter de s'exposer au soleil. Donc pour ça, il faut avoir recours à des écrans solaires qu'il faut appliquer. Il faut utiliser des vêtements avec des manches longues, par exemple l'été, ce qui n'est pas facile. C'est une espèce de discipline que le patient lupique va essayer d'adopter pour éviter les poussées. Il faut éviter de prendre une contraception avec des œstrogènes, mais il faut prendre une contraception pour pas tomber enceinte alors qu'on s'y attend pas. Parce que dans ce cas-là, une grossesse qui survient lors d'une poussée du lupus, par exemple, peut être extrêmement difficile à contrôler et peut entraîner une aggravation de la maladie. Donc vous voyez, le patient a un rôle essentiel à jouer dans sa prise en charge. Et on se rend compte avec le temps, comme dans toutes les autres maladies chroniques, que plus le malade est au courant de sa maladie, moins on lui cache les choses, plus il peut participer, plus il se responsabilise et plus les choses sont simples. C'est pour ça qu'ici, on a mis en place des cours d'éducation thérapeutique. On ne se contente pas de parler que des médicaments. On parle aussi d'autres choses qui sont aussi importantes, comment on planifie une grossesse quand on a un lupus, comment on vit quand on a un lupus, comment on peut faire de l'exercice, la diététique, enfin vous voyez, tout un tas de choses qui permettent sur le long terme, plusieurs années, d'avoir des malades qui vont bien prendre leur traitement et bien prendre en charge leur maladie. La grossesse au cours du lupus, c'est probablement un des domaines dans lequel les choses ont le plus évolué au cours des dernières années. Le message essentiel, c'est de rappeler à nos patientes que maintenant, quand on a un lupus, on peut tomber enceinte, avoir des grossesses, et ces grossesses se passent très bien la plupart du temps. Alors ça dépend bien sûr des centres qui suivent les grossesses, et puis ça justifie une surveillance qui est une surveillance un peu rapprochée. Mais moyennant cela, on arrive à avoir des grossesses qui vont aller quasiment jusqu'au bout, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on interdisait même à nos patientes de tomber enceintes, ce qui était une catastrophe pour une jeune femme de 20 ans. Elle ne pouvait pas décider d'avoir un enfant quand elle le voulait. Alors, cette grossesse, elle ne doit pas survenir n'importe quand. Elle doit survenir quand le lupus est contrôlé depuis au moins 18 mois. Parce qu'on sait que si la grossesse arrive alors que le lupus est actif, la grossesse stimulant le système immunitaire, puisqu'il y a une partie de l'enfant qui vient du père, par définition, donc ça va stimuler le système immunitaire de la mère, on peut avoir une poussée de la maladie lupique chez la maman. De l'autre côté, chez l'enfant, la mère produit des anticorps
souvent au cours du lupus, qui sont des anticorps susceptibles de boucher les vaisseaux, d'entraîner des caillots. Or, les échanges entre la mère et son enfant sont essentiels et se font par le sang. Donc si vous avez ces anticorps-là, il y a un risque de boucher les vaisseaux qui permettent à la mère de nourrir son enfant, et donc il y a parfois des fausses couches qui peuvent survenir à cause de ces anticorps-là. Donc quand on a identifié ces risques-là, on peut donner des traitements qui fluidifient le sang à la mère et qui lui permettent de tomber enceinte et de ne pas faire de fausses couches, et puis après elle va être surveillée, elle va pouvoir aller jusqu'au bout de sa grossesse. Souvent les femmes lupiques accouchent un petit peu prématurément, c'est quelque chose qui est maintenant bien pris en charge. Mais moyennant cela, la fertilité et le nombre de grossesses chez les patients lupiques dans un centre qui a l'habitude est quasiment équivalent à celui de la population générale.